Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, Benoît, on va le dire. Benoît a renversé un petit verre d'eau avant qu'on commence. Mais c'est la preuve qu'on fait de la télévision en direct, donc il y a peut-être un de mes collègues qui va venir m'apporter un petit chiffon pour que je puisse essuyer tout ça. Que voulez-vous? On fait de la radio en direct, on fait pas une chirurgie à cœur ouvert. Par contre, ma première invitée, elle est médecin anesthésiste, c'est une spécialiste et c'est une médecin qui est absolument scandalisée par une information. Merci beaucoup Hugo qui m'apporte des petites feuilles pour éponger tout ça. Et donc, elle est absolument scandalisée de l'information qui est sortie la semaine dernière. Vous avez peut-être vu ça, j'en ai partagé une partie sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est un organisme qui s'appelle Doctors Against Racism and Antisemitism. Donc, l'acronyme, c'est DARA, un organisme qui est basé à Toronto, qui a fait des captures d'écran d'un groupe de discussion entre futurs médecins, donc des gens qui sont dans la filière santé au cégep et qui veulent postuler pour devenir étudiants dans les facultés de médecine au Québec. Donc, ils se parlent entre eux. Il y a 1400 membres sur ce groupe Discord et les étudiants tiennent des propos racistes envers les Noirs, envers les Juifs, des propos misogynes, des propos de mauvais goût. Donc, il faut dénoncer ces propos-là. Et dans quelques instants, je vais vous montrer quelques captures d'écran. Mais donc, cette femme médecin à qui j'avais envie de parler s'appelle Dr. Karine Toledano. Bonjour, Dr. Toledano. Bonjour, Sophie. Alors, vous, en tant que femme et en tant que médecin, quand vous avez pour la première fois vu ces captures d'écran où des étudiants en médecine disent que les femmes n'ont pas de place en médecine, que les Juifs tiennent des propos sur les Juifs, sur les Noirs, en utilisant le mot en haine, comment vous avez réagi, Karine? En fait, je suis bouleversée. Je suis en choc encore jusqu'à maintenant. Si on pense à la médecine, notre serment d'Hippocrate est qu'on traite tout le monde, peu importe leur religion, leur ethnicité, leur opinion. Et ça va à l'encontre de tous ces principes. Mais en fait, ça va contre les principes de notre société québécoise. Ça n'a pas de place au Canada, ça n'a pas de place au Québec. Je comprends pas comment on est arrivé ici. Je veux juste corriger, il y en a parmi eux qui sont déjà des étudiants en médecine. D'accord, pardon. C'est important de le mentionner. Donc, 1400 personnes qui sont soit au cégep en sciences de la santé, soit qui sont déjà en faculté de médecine. Et tous ces gens-là échangent de l'information sur un groupe Discord. Je vais vous lire et pendant ce temps-là, mon collègue Jean-Philippe Leroux va vous montrer au fur et à mesure différentes captures d'écran. C'est pas inventé, hein, c'est vraiment documenté. Certains des propos qui ont été tenus sur ce groupe de discussion. Alors, on dit, par exemple, pensez-y, le vocabulaire c'est pas du très bon français, hein, je vous le lis comme c'est écrit. Pensez-y, le downfall de la société a commencé avec l'accès des femmes au travail et au droit de vote. Bravo, champion, des futurs médecins. Je comprends pas les femmes qui prennent la place des hommes en médecine. De toute façon, la majorité des femmes deviennent des housewives. Il y a une caricature antisémite où on voit vraiment la caricature du juif avec un gros nez crochu. Et c'est écrit, et là je m'excuse, je vais être obligée d'utiliser le mot en haine. C'est écrit, c'est juste des nègres. C'est écrit ça. Ensuite, on dit, imagine une femme sous antidépresseur qui fait ta chirurgie. Elle va vomir en plein milieu de la chirurgie parce que c'est trop stressant. Elle a besoin d'un mental health break. C'est épouvantable de dire des choses comme ça. C'est contre toutes nos valeurs québécoises. On est des pionniers, nos femmes sont des pionnières en médecine. Irma Levasseur, la première médecin québécoise, elle a fondé l'hôpital Sainte-Justine. On est tous au courant de cet hôpital.
est-ce qu'on est en train de retourner 100 ans en arrière? Ça fait pas partie de nos valeurs. Il y a aucune place pour ça. Oui. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que quand on regarde ça, quand on voit les propos qui sont tenus sur ce groupe de discussion, on comprend que ces gens-là se sentent entre eux, donc ils se sentent permis de dire ces choses-là. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à aucun moment, il y a quelqu'un, un modérateur peut-être, qu'à aucun moment, il y a quelqu'un qui intervient en disant « Hey, les boys, vous êtes en train de parler des femmes de façon dérogatoire, de parler des Noirs de façon dérogatoire, vous êtes en train de parler des Juifs, calmez-vous », ou quelqu'un qui exclurait ces personnes-là du groupe. C'est ça qui est choquant aussi, Dr. Toledano. En fait, je suis complètement d'accord. Il y a à peu près 20 personnes qui disent des choses complètement offensives et il y a un que je pense qu'il vaut la peine qu'on en parle. Il parle d'un scénario pendant une entrevue de médecine et le scénario, c'est il y a une fille qui s'appelle Anne Frank qui se cache chez ton voisin, dans le grenier du voisin. Et il y a un commandant du SS qui tape à la porte. Que fais-tu? Je lui dis de gazer le grenier le plus rapidement possible. Gazer les rats qui se trouvent au grenier. Merci. Et silence total. Et je me suis dit, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'ils sont indifférents et on sait où l'indifférence nous rend? Ou est-ce qu'ils sont intimidés? Et tout ça, ça nous fait peur de ce qui se passe dans nos jeunes. Et on va se rappeler que Pascale Derry, elle voulait faire une enquête, ou elle a commencé une enquête au cégep Dawson. Et c'est les professeurs qui ont demandé sa résignation. Sa démission, oui. Sa démission. Oui. Et on sait que parmi ces étudiants, il y en a qui s'identifient comme être étudiants à Dawson. Est-ce que les professeurs sont complètement déconnectés? On sait que les étudiants là-bas, les étudiants juifs, se plaignent de se sentir intimidés, harcelés. Et notre ministre, qui veut faire la bonne chose, on lui demande de démissionner. Alors, ça va avec le silence. C'est ça. C'est important de mentionner. Donc, il y a vraiment 3 volets dans les commentaires horrible qu'il y a sur le groupe Discord. J'en fais 3 catégories. Donc, les commentaires extrêmement dérogatoires envers les femmes. Ça revient vraiment à plusieurs reprises. Les commentaires très, très, très dérogatoires sur les Noirs, c'est fréquent. Mais il y a aussi énormément, donc, de commentaires sur les Juifs. Je pense que je vais demander à Jean-Philippe, on a également une photo, parce que cette histoire-là a été couverte, entre autres, par le Jérusalem Post, qui est un journal israélien, parce qu'ils avaient été sensibilisés, ils avaient été mis au courant. Alors, ce qu'on voit, je vais le décrire pour tous les gens qui nous écrivent qui nous écoutent à la radio. C'est une capture d'écran. Donc, c'est un étudiant qui a mis une photo, encore une fois, la caricature d'un Juif avec le nez crochu, je sais pas comment ça s'appelle, les cheveux comme ça qui font des boucles. Peyotes. Des peyotes, merci. Donc, les Juifs orthodoxes portent ça dans certains cas. Et c'est un crayon qui est en train de dessiner ça. Et sur le crayon, c'est marqué Goy. Donc, Goy, c'est comme ça que certaines personnes au sein de la communauté juive décrivent les gens qui ne sont pas juifs. Mais il y a des bonhommes sourires en dessous. Et donc, ce qu'on laisse entendre, parce que là, il y a plusieurs fois où on dit, si vous vous êtes présenté et que vous voulez, par exemple, devenir étudiant en médecine, si vous appliquez à l'université McGill, faites-vous passer pour un Juif. Ou un noir. Et si tu es un noir, tu as le double des points parce que tu es pauvre et tu es noir. Voilà. Je l'ai ici. Les noirs sont souvent pauvres, donc double bonus. Donc, on laisse entendre que la seule raison pour laquelle il y a des personnes noires dans les facultés de Meslin, c'est parce que il y a des programmes de discrimination positive envers eux. Sophie, il y a aussi des commentaires envers les LGBTQ, beaucoup de commentaires contre eux. Et il y a aussi mention que l'État islamique va prendre le contrôle du Québec. Oui, alors ça, je l'ai, c'est un autre truc ici. On parle à un moment donné, on glorifie la solution finale. Ensuite, on dit en effet que we're gonna... Attends, j'essaie de retrouver... Parce qu'il y en a tellement... Il y en a tellement. Il y a 1400 membres, là. Et je ne comprends pas que c'est pas eu plus de retentissement. Donc, il y a différentes organisations, par exemple, l'association des médecins juifs contre l'antisémitisme qui a demandé qu'on fasse enquête.
comment se fait-il que ça ne crée pas plus de réactions que ça? Parce que la semaine dernière, différents organismes ont fait diffuser donc des captures d'écran et c'est un petit peu lettre morte quand même. Mais ça va avec le silence de ce qu'on voit. On voit dans nos rues de la haine qui prend le contrôle. Et il y a du silence total. Et le silence de la média, le silence de nos agences gouvernementales, le silence des directeurs d'école. Et je pense que c'est le temps, c'est une opportunité pour nous tous de se réveiller, de se dire, nous sommes la dernière ligne de défense. Si on veut préserver notre culture québécoise, notre idéologie, les choses qui sont le plus importantes pour nous, l'égalité, la justice, l'opportunité, il faut qu'on arrête ce silence. Il faut que tous on fasse notre part. Ce qui est inquiétant quand on voit ça, c'est qu'il y en a certains qui viennent de commencer à l'université en médecine. Il y en a certains qui veulent devenir médecins. On se pose vraiment la question, s'ils croisent une femme médecin, alors qu'ils pensent que les femmes n'ont pas leur place en médecine, comment vont-ils se comporter avec des femmes? S'ils croisent des médecins identifiés comme juifs, comment vont-ils se comporter? S'ils croisent des médecins ou des infirmières noires, comment vont-ils se comporter? Parce que là, on a accès à leur âme, on a accès à le fond de leur pensée. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour nos hôpitaux et notre système de santé de demain. En fait, moi, je suis inquiète de tout ça, mais je suis encore plus inquiète pour nos patients. Nos patients sont les plus vulnérables. Notre système de santé, vous en parlez souvent. Oui. On est dans une situation, on est en péril, notre système de santé. La seule chose qui est préservée, c'est la relation entre le médecin et le patient. Et maintenant, en lisant ça, en écoutant ça, les patients noirs, les patients de Première Nation, les patients LGBTQ, les patients juifs, comment est-ce qu'ils peuvent se sentir en sécurité? Et qu'est-ce que nos écoles de médecine, ils ont lu ça? En fait, je peux vous dire qu'ils ont eu la communiqué de presse. Ils vont donner les réponses cette semaine aux étudiants prospectifs. Ah, c'est cette semaine que ça se décide. Donc, c'est cette semaine qui est cruciale. Et c'est pour ça que, donc, Doctors Against Racism and Anti-Semitism a rendu public ces captures d'écran. Il faut dire que ce sont des propos qui sont tenus. Eux, ils ont commencé à monitorer au mois de février de cette année. Et depuis février, ça n'arrête pas. Racisme, anti-LGBT, anti-juif, ça n'arrête pas. Donc, qu'est-ce que vous espérez de la part des facultés de médecine qui retracent ces personnes-là et que ces personnes-là se fassent refuser l'entrée en médecine? Je pense qu'il y a c'est toujours à multi-étages. Oui. Je pense que notre système d'éducation, les cégeps, les universités, où cette haine se propage sans hésitation, comme vous l'avez bien dit, je pense que eux, ils doivent se regarder, faire une introspection et comprendre ce qui a mal été. Maintenant, pour les écoles de médecine, ben c'est sûr, il y a des individus et il n'y a pas de place pour eux. Ça va à l'encontre de notre sermon d'Hippocrate. Ça va avec en contre de tous nos valeurs. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de place, mais il y en a d'autres qui ont peut-être pas écrit dans ce Discord. Il faut qu'on comprenne que ces valeurs sont pas nos valeurs et peut-être changer notre système d'éducation, peut-être changer le système de sélection parce que peut-être qu'il faut commencer à regarder les canaux de communication sur l'Internet pour comprendre c'est qui ces individus à part qui se mettent pour l'entrevue. Mm-hmm. Je pense que tout ça, c'est des points. Et on doit éduquer différemment. Absolument. Je vais demander à Jean-Philippe de revenir à la première image, là, celle qui avait été émise par le groupe B'nai B'rith. Je l'avais envoyée à Hugo tout à l'heure, là. Donc, bref, parce que c'est vraiment un petit peu aussi comme ça. Alors, voilà. Donc, en haut, ça dit « Fini le Québec, on domine soon ». Et c'est écrit en dessous en arabe, et c'est écrit « l'État islamique du Québec ». Donc, c'est un étudiant, peut-être d'origine musulmane ou d'origine arabe, qui dit « Fini le Québec, bientôt on va dominer ». Ben,
Ça, c'est pas. Et après, il y a une photo d'un juif, c'est marqué, c'est juste des nègres. Je m'excuse encore une fois, il y a des gens qui sont peut-être offensés que j'utilise ce mot-là, mais je lis ce qui est écrit. Un autre dit, imagine une femme sous antidépresseur qui goûne la chirurgie, et un autre, ça dit, fais-moi confiance, tant que t'as pas une kippa, j'ai dit, je peux te faire confiance tant que t'as pas une kippa sous ta perruque. La kippa, c'est ce que certains hommes juifs portent, donc c'est le petit chapeau sur la tête. Donc c'est même pas subtil, c'est même pas on utilise un langage codé, vous voyez ce que je veux dire? C'est clair et net. C'est absolument épouvantable. Moi, depuis que j'ai vu passer ces images la semaine dernière, je suis scandalisée, Dr Toledano. Moi aussi, pour nous comme société, pour nous comme médecins, mais surtout pour nos patients. Absolument. Donc, espérons que les facultés de médecine du Québec vont prendre vraiment connaissance, vont pas juste nous refaire une petite réponse générale, évasive, bien pensante, complaisante, et va vraiment prendre ce dossier-là au sérieux. Je veux juste saluer le travail de mon collègue de la Gazette, Aaron Derfel, qui lui aussi en a parlé la semaine dernière dans le journal La Gazette. Donc, je pense que ça concerne tout le monde de la société québécoise. Est-ce que c'est ça qu'on veut avoir dans nos facultés de médecine? Est-ce que c'est ce genre de comportement, ce genre de misogynie, ce genre de racisme et de sexisme et de discrimination envers les personnes de la communauté LGBT? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Docteur Karine Toledano, je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste. Merci beaucoup d'être venu prendre la parole aujourd'hui. Merci. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous le savez, ça fait plusieurs années maintenant que l'aide médicale à mourir est autorisée au Québec. Ça a été considéré par beaucoup comme une grande avancée sociale. Et maintenant, on est vraiment les champions. C'est-à-dire que c'est au Québec... Quand on regarde l'ensemble du pays, c'est vraiment au Québec qu'il y a le plus grand nombre de personnes qui recourent à l'aide médicale à mourir. Est-ce que ça dit quelque chose d'un point de vue sociologique, là, d'un point de vue anthropologique? Est-ce que c'est le reflet d'une particularité de la société québécoise? En tout cas, c'est ce que pense ma prochaine invitée. Elle s'appelle Ariane Plaisance et elle est chercheuse autonome spécialisée justement en pratique de fin de vie. Madame Plaisance, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Alors, bonjour. Le Québec est souvent décrit, évidemment, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, comme une société distincte. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, selon les recherches que vous avez faites, les études que vous avez faites, qui fait que, même dans l'aide médicale à mourir, on est une société distincte? Oui, je veux juste vous dire que c'est pas seulement au Canada que nous avons le plus haut taux d'aide médicale à mourir. En fait, c'est sur la planète au complet. Dans toutes les juridictions qui ont légalisé l'aide à mourir, qui est appelée là en Europe euthanasie, nous avons le plus haut taux de mort par aide médicale à mourir. Puis en Europe, comme aux Pays-Bas, puis aussi en Belgique, ça date de 2002. Alors en 10 ans seulement, le Québec maintenant présente les plus hauts taux de décès par aide médicale à mourir au monde. C'est peut-être ce qui a aussi là, poussé le ministère de la Santé et des Services sociaux à lancer une étude pour essayer de comprendre mieux c'est quoi les différents facteurs qui font en sorte que le Québec se positionne ainsi sur la planète. Il y a pas juste un facteur qui peut expliquer quelque chose d'aussi complexe que ça. L'angle que moi, je peux apporter, c'est un angle anthropologique, un petit peu historique et aussi un angle d'avoir été moi-même en tant qu'anthropologue, j'ai fait une ethnographie sur la question des soins de fin de vie au Québec et sur les différentes pratiques de fin de vie. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là comme étant une personne néophyte, une personne qui connaissait pas ça. Alors j'étais comme sans a priori. Oui. Exactement, j'étais comme Madame Tout-le-Monde au début, puis moi aussi je pensais que si on avait dit à notre notaire qu'on voulait pas d'acharnement, que le médecin allait le savoir, puis qu'on n'avait pas besoin d'en reparler, puis tout ça. Fait que j'ai déjà été une personne qui ne comprenait pas la complexité de la fin de vie, et moi aussi j'ai cru que c'était une innovation, là, l'aide médicale à mourir. Je dis pas que c'est pas une innovation, mais je veux quand même dire qu'il y a d'autres manières de mourir, puis qu'on avait le droit de mourir avant la loi concernant les soins de fin de vie.
D'accord. Alors, c'est un secret pour personne. Moi, ma mère a eu le droit à l'aide médicale à mourir l'année dernière, le 12 avril, donc ça a fait un an il y a pas très longtemps. J'ai toujours été j'ai toujours été en faveur de l'aide médicale à mourir. J'ai toujours dit, si la personne souffre trop, elle a parfaitement le droit de choisir l'heure et le jour de sa mort. Après l'avoir vécu, moi, je pense que c'est pour les survivants qu'on n'a pas assez d'attention. Je pense que c'est pas tout le monde qui devrait assister à l'aide médicale à mourir comme pratique médicale. Je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt à voir quelqu'un qu'on aime se faire injecter du curare et voir son cœur arrêter de battre. Mais pour le principe même de l'aide médicale à mourir, je reste quand même convaincue. C'est une longue introduction parce que je veux que ce soit clair pour les gens d'où je viens, parce que chacun a son propre passé qui peut teinter parfois les opinions. Mais vous, ce que vous dites, c'est que une des raisons pour lesquelles il y a tant de Québécois qui ont recours à l'aide mourir, c'est cette espèce d'impression qu'on a au Québec, on veut pas être un fardeau pour les autres. Les personnes âgées, les personnes souffrantes veulent pas être un fardeau pour leurs proches. Vous pensez vraiment que ça peut expliquer une bonne partie de notre championnat mondial d'aide médicale à mourir? Je pense pas que ça l'explique les gens qui vont vraiment recevoir l'aide médicale à mourir, quoique dans les rapports de la Commission sur les soins de fin de vie, effectivement, quand les gens, on leur demande de décrire pourquoi ils ont demandé l'aide médicale à mourir, sur les rapports que les médecins envoient à la Commission sur les soins de fin de vie, on voit qu'il y a environ la moitié des demandes où est-ce qu'il y a des conditions comme celle-ci, là, la peur d'être un fardeau ou le fait de se sentir déjà comme un fardeau est en effet apporte une souffrance morale qui peut faire en sorte que la personne demande l'aide médicale à mourir. Par contre, elle a aussi une condition de santé qui justifie la chose. Mais je crois que comment qu'on peut expliquer la peur du fardeau, c'est aussi par rapport à l'acceptabilité sociale de la pratique. Par exemple, moi, je donne des conférences populationnelles, puis je demande toujours aux gens au début, selon pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici, puis moi, dans le fond, je veux parler de planification anticipée des soins et nécessairement, on va parler d'aide médicale à mourir là-dedans. Et souvent, les gens me disent, moi, je veux savoir ABC, comment que je fais pour avoir l'aide médicale à mourir le jour que mes enfants vont devoir s'occuper de moi. Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça dit sur une société? Qu'est-ce que ça dit sur notre société qu'un tel discours soit tout à fait acceptable? Qu'on a la perception que le jour que mes enfants vont avoir besoin de s'occuper de moi, nécessairement, je préfère mourir. Ça dit beaucoup de choses sur une société. Je comprends. Par contre, il faut répondre aussi à ces gens-là que si rendus plus âgés et que leurs enfants doivent s'occuper d'eux, ce ne sera pas une raison pour obtenir l'aide médicale à mourir. On peut pas aller voir un médecin, surtout que c'est 2 médecins indépendants l'un de l'autre, qu'il y a un délai de 3 mois et que si ma mère était allée voir les médecins en disant je veux partir parce que mes enfants sont obligés de s'occuper de moi, elle ne l'aurait pas eu. Elle l'a eu parce que 2 médecins indépendants qui ne se connaissaient pas et qui se sont pas parlé, ont considéré que sa condition physique lui occasionnait des souffrances intolérables. Bien sûr, il y a personne qui a dit ici qu'on avait l'aide médicale à mourir parce qu'on se sentait un fardeau, là. C'est ça. C'est un facteur anthropologique, social qui peut faire en sorte que l'on valorise, que l'on croit des fois que c'est la seule manière de mourir dignement. J'ai jamais dit qu'il y a des gens qui ont eu l'aide médicale à mourir parce qu'ils se sentaient un fardeau. Par contre, ça peut faire en sorte que l'acceptabilité sociale est plus grande. D'accord. Parce que, par exemple, un des points intéressants de votre discours, c'est de dire, on est aussi, au Québec, en plus d'être des champions de l'aide médicale à mourir, on est aussi des champions de placer des gens dans les RPA, placer nos parents âgés ou d'être placés en CHSLD. Donc, on n'a pas cette tradition qu'il y a dans beaucoup de pays à travers le monde où, quand nos parents vieillissent ou nos parents sont malades, on les prend chez nous, on en prend soin. Donc là, on a déjà cette tendance-là au Québec à se séparer physiquement des gens qui sont plus vieux et plus malades. Oui, en fait, effectivement, vous avez raison. Puis c'est pas seulement dans les autres pays, c'est aussi ici avant.
Hein. Oui. Une des raisons qui a justifié le fait de construire notre système de santé, ça a été de faire en sorte que les gens ne soient plus justement des fardeaux parce qu'on avait des familles qui devaient vendre leur ferme, vendre leur maison pour devoir payer les soins de leurs proches. Alors, je crois, j'ai pas de données sur ça, que la perception du fardeau des aînés peut-être date d'une époque qui date même d'avant les fondements du système de santé. Mais aujourd'hui, le fardeau, il est beaucoup moindre sur les familles, car on a les CHSLD, on a le système de soins, mais la seule idée d'être dépendant nous dérange beaucoup. Et oui, c'est quand même particulier au Québec à quel point qu'on sépare les générations, mais aussi à quel point qu'on ne veut pas voir la souffrance. On ne veut pas souffrir, mais on a aussi de la difficulté à voir la souffrance de l'autre. Puis c'est pas juste en fin de vie. Hein, avant, les femmes accouchaient à la maison, on voyait la souffrance du début à la fin de la vie. Et que ça, c'est un facteur, puis je pense que ça va vous intéresser. Au Québec, on a retiré la religion de nos vies rapidement et on a associé aussi la souffrance au catholicisme. Et on a aussi un petit facteur Québec de plus qui est en lien avec notre société distincte, je crois. Ben, 2 fois, le Québec a fait en quelque sorte un pied de nez au gouvernement fédéral. Premièrement, en légalisant l'aide médicale à mourir en 2014 sous le nom justement d'aide médicale à mourir, ce qui en faisait un soin et ce qui contournait le code criminel canadien. Et dernièrement encore, on a légalisé les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, malgré que ça soit encore interdit au Canada là, de procéder à l'euthanasie d'une personne inapte. Alors, il y a peut-être un petit facteur Québec aussi qui explique cela. D'accord. C'est intéressant parce que c'est important. En effet, on peut être tout à fait en faveur de l'aide médicale à mourir, souhaiter en effet que les gens puissent mettre fin à leur souffrance, mais c'est vrai que ces chiffres-là sont quand même intrigants. Je vais essayer de trouver le terme le plus neutre possible. Quand on dit systématiquement, surtout que nous, ça fait moins de temps que d'autres juridictions que l'aide médicale à mourir est permise, et pourtant on a rattrapé ce retard-là de façon très importante. Alors ben écoutez, merci beaucoup d'être venu nous en parler. On va continuer à suivre ce dossier-là parce que c'est une réflexion en tout cas qui est intéressante sur l'aide médicale à mourir. Ariane Plaisance, je rappelle que vous êtes chercheuse autonome spécialisée en pratique de fin de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Oui! Alors, le 13 mai, il va y avoir un défilé qui revient chaque année. Ça s'appelle le défilé Signature. C'est évidemment, cette année, ça va être défilé Signature 2025. C'est un défilé où les finissants en mode du collège La Salle vont montrer leur création. En fait, ça fait 3 ans qu'ils travaillent là-dessus. Et c'est un défilé qui est extrêmement important, extrêmement couru. J'avais envie d'en parler avec Andrew McNally, qui est doyen mode au Collège La Salle. Bonjour, Andrew. Bonjour. On te connaît évidemment parce que tu écris aussi dans le Journal de Montréal. On aime bien ça. T'es Monsieur Mode pour nous au Québec. La mode au Québec, ça se porte bien. Vous avez encore chaque année des gens qui s'inscrivent en mode. Est-ce que c'est encore considéré comme un métier d'avenir, travailler en mode au Québec? Tout à fait. Oui. Et on a une centaine de finissants par année en design, parce qu'il faut comprendre que le design de mode, tu peux être designer, mais tu peux être patroniste, tu peux être assistant, tu peux développer des marques privées. Donc, il y a plusieurs emplois au sein sous cette ombrelle-là du design de mode. Alors, parce que quand on regarde ça, on se dit, mon Dieu, 100 finissants par année, il n'y a pas un milieu de la mode au Québec qui peut engager 100 nouvelles personnes par année. Toi, la réponse que tu me fais, c'est oui, il y a de la place pour tout ce monde-là. Donc, le milieu est assez riche, assez diversifié pour absorber chaque année 100 personnes de plus dans ce domaine-là. Donc, ça veut dire qu'elle est très viable, la mode québécoise. C'est qu'il y a des petites entreprises, ouais. Il y a des gens qui veulent partir leur marque. Et puis là, le courant du développement durable, il y a certains finissants qui veulent lancer leur marque
avec des petites quantités, de s'assurer de les vendre, de ne pas avoir d'inventaire non vendu. Et il y a des très grands joueurs qui ont besoin d'énormes équipes pour mener tout ça, quoi. Donc, ils vont magasiner, qui vont développer les tendances, qui vont interpréter ça. Il y a plusieurs postes au sein d'une grande compagnie comme Reitmans ou comme un Ardennes ou comme un Aldo. C'est des milliers d'employés, ça. Énorme. Parce que on a tendance à penser qu'il y a eu, mettons, un âge d'or de la mode et que maintenant, il y a moins de... Tu sais, c'est plus difficile. Mettons, on demanderait aux gens dans la rue, nomme-moi le nom d'un designer de mode québécois. Tu sais, on n'est plus à l'époque, mettons, où il y avait des Philippe Dubuc, etc. Donc, ça fait peut-être moins partie de notre vie de tous les jours. Est-ce que ça, des fois, ça te fait de la peine de voir ça? Ben oui, ça me fait de la peine, mais je pense qu'avec la pandémie, il y a eu ce bon côté où est-ce qu'on a parlé de l'achat local. Donc, il y a eu des mouvements achat local au niveau de tout ce qui se faisait, incluant la mode, la musique, les arts. Et puis là, plus récemment, avec ce qui se passe avec à Washington, oui. Il y a comme une deuxième vague. Je pense que les gens comprennent de plus en plus ce que ça veut dire acheter local. C'est ce qui est fait ici, mais c'est que ça fait travailler les gens d'ici. Ça permet aux familles ensuite de subvenir à leurs besoins et tout ça. Et on a relancé tout récemment un hashtag dièse porté fièrement, dans lequel on a listé 200 à 300 compagnies locales. Wow! Et puis, on a inscrit, par exemple, si vous cherchez du denim, si vous cherchez des chaussures, des lunettes, des bijoux, de la lingerie, parce que je pense que les gens, c'est un peu par ignorance, bien sûr. Mais il faut que ce soit, faut leur apprendre, il faut leur montrer. Et il y a plein de marques. Là. Moi, je dis toujours à quelqu'un, dis-moi ce que tu cherches à acheter. Je vais te trouver. Je vais te donner Parce que si, en effet, depuis ce qui se passe au sud de la frontière, on a le goût d'avoir de la mayonnaise québécoise puis des gaufres québécoises, ben autant acheter aussi des pantalons, des chaussures et des chemises québécoises. Je veux que tu nous parles de ce que tu portes en ce moment. C'est un manteau absolument magnifique avec comme une espèce de minou sur le côté. Un petit bouclé, oui. Un shag. Ben oui. Dans le temps, on appelait ça un shag. Est-ce que ça, c'est créé par un des étudiants? Oui, c'est Thomas Poirier qui a créé ce peignoir là. J'abonde encore une fois dans le sens de l'achat local. J'ai toujours été extrêmement local avec tous les artistes avec qui j'ai travaillé. Quand il y avait un budget, on l'investissait ici avec des créateurs. Et puis là, moi, je vais à l'étape avant ça. Les finissants, j'achète beaucoup de leurs pièces parce que je trouve que ça vient valider qu'est-ce qu'ils ont créé. Absolument. Ça me permet d'avoir des pièces uniques. Ben oui. Et ça me permet, comme tu viens de le dire, c'est beau ça, de le dire. Puis je pense que ça fait justement connaître, par exemple, Thomas Poirier, quelqu'un qui souhaiterait ça. Et puis au défilé signature, vous verrez, on a créé un code QR, on a créé un micro-site avec les 360 créations qui vont être présentées. Donc les gens vont pouvoir se promener sur la page. Comme un catalogue pour aller regarder. Et savoir qui l'a fait. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette année, Éléonore Lagacé, qu'on connaît bien, évidemment, est porte-parole du défilé. Et elle, souvent, elle emporte. Hein? Je veux dire, récemment, c'était quoi? C'était à Star... Oui, dans son vidéoclip. Dans son nouveau vidéoclip, elle a porté beaucoup de ces pièces-là à Zénith. Voilà, c'est une excellente ambassadrice. Oui. Je pense qu'elle incarne bien ça. Puis on est dans l'ouverture, dans la diversité. Puis là, je le dis, Éléonore va défiler. Oui. Mais Francine Grimaldi va aussi. Ça, je trouve ça très drôle. Francine Grimaldi, qui est vraiment la vétérane avec son turban et tout ça. Donc, il va en avoir pour tous les goûts, pour tous les âges. Exact. Et je lisais sur le défilé et vous misez beaucoup encore cette année sur le surcyclage dans la mode. Il faut que tu expliques à tout le monde c'est quoi, parce qu'on n'est pas toujours... Enfin, on sait recycler. Ouais. Mais surcycler, ça veut dire quoi spécifiquement en mode, Andrew? Ça veut dire faire quelque chose de plus beau avec ce qu'on avait avant. Grosso modo, c'est upcycling. Au lieu de jeter, par exemple, des vieux jeans, un étudiant va faire quoi? Une veste, une jupe? Avec des échantillons qui seraient voués à des sites d'enfouissement. Là, les étudiants les retravaillent pour en faire une pièce qui pourrait être portable. Ensuite, un bel exemple de ça, entre autres, c'est avec Parachute. C'était l'hyper-marque dans les années 80. On a habillé Madonna, George Michael, ainsi de suite. L'une des fondatrices m'a contacté parce qu'il leur restait peut-être 100, 200 pièces d'archives. Là, elle a dit qu'elle aurait aimé ça faire un don. Puis là, je te faire un don. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Elle dit, je sais pas. Elle dit, j'aimerais ça que la nouvelle génération se les approprie. Donc, il y a une collection, Parachute X SGNTR, signature définissant, qui ont pris ces pièces d'archives-là. Wow. Là, il n'en reste plus, là. C'est fini. Et les ont réinterprétées de façon contemporaine
mentoré par Nicolas Pelly, qui était la designer de la... Et là, ces pièces-là vont être présentées non seulement sur la passerelle, mais disponibles à la boutique éphémère SGNTR. Donc, les gens vont pouvoir acheter de ces pièces-là. C'est des pièces uniques qui n'existeront plus jamais de cette marque hyper convoitée. Mythique. Ben oui, mais tu as tout à fait raison. Écoute, Parachute, là, quand on était jeunes tous les deux, Andrew, c'était la le marque Nec Plus Ultra branchée et c'était tout le ça. Montréalais. C'est pour ça que je te dis aussi que aujourd'hui on peine, mais parce que peut-être aussi il y en a beaucoup, on peine à dire bon ben oui, tel designer québécois, peut-être les noms nous viennent moins à l'esprit, mais peut-être que c'est aussi les designers de demain. Alors, évidemment, je peux pas te parler de mode, Andrew, sans te parler d'un autre phénomène. Là, pendant ce temps-là, on voit des images du défilé de l'année dernière. Oui, ça, c'est il y a un profil de costume. Donc, les gens qui voudraient un jeu vidéo, en théâtre, en cinéma, peuvent se spécialiser dans le développement des collections en lien avec des personnages, la patine, tout ça. Mais évidemment, je peux pas te parler de mode sans parler de ce qu'on appelle la fast fashion. Comment on fait pour se démarquer au Québec quand on sait que pour une fraction du prix, on peut rentrer dans n'importe quel magasin pour payer 20$ pour un truc qui aura été fait dans une usine avec des gens exploités à l'autre bout du monde, des vêtements jetables qui, on sait de toute façon, sont faits tout croche. Puis à la fin de la saison, on va les prendre, mais on va les rapporter chez Renaissance. Comment on fait pour combattre ça, Andrew? Bien, je pense qu'il faut s'éduquer. Je pense qu'il faut comprendre que lorsqu'on achète une pièce pour le prix d'un café, ça fait aucun sens, quoi. T'as tellement raison, j'adore l'image. Non, mais c'est un geste clairement conscient qu'on pose. Puis si c'est inconscient, mais là, faut qu'on s'éduque dans ça. Faut qu'on devienne conscient. Faut qu'on devienne conscient. Puis le contact avec ces pièces-là devrait, au contact d'une pièce qui a été bien confectionnée, que tu puisses voir la différence, quoi. Puis là, on parle que, tu sais, il y a souvent un mouvement qui était comme « Ah, c'est cher, les designers ». Il y a plein de designers. Il y a des designers qui font des T-shirts, il y a des designers qui font des robes du soir. C'est vraiment le travail, je pense, de notre industrie, des médias, puis un peu comme on le fait, puis avec Signature, c'est un bel exemple, de mettre de l'avant les créateurs pour qu'on puisse trouver ce qu'on recherche quand c'est fait ici. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, si on achète de la mayonnaise québécoise, achetons aussi des vêtements québécois. Tu vois, aujourd'hui, ça n'en est pas ça, mais régulièrement, je porte du FB, François Beauregard, un designer québécois de notre génération. Ben oui. Puis des fois, puis c'est drôle, j'avais parlé avec Kinfo une fois à propos de ça, tu sais, la pression d'acheter local. Mais des fois, c'est juste une pièce. Quand vous achetez une nouvelle pièce, pas changer toute votre garde-robe, mais vous cherchez une robe du soir, vous cherchez une petite robe pour cet été, un nouveau veston, faites l'effort d'acheter local, puis vous allez commencer avec une première étape. Cet achat-là va avoir un impact sur d'autres. Voilà. Si tout le monde au Québec, cette année, en 2025, achète un morceau d'un designer québécois, imagine l'impact, c'est des milliards de retombées sur le domaine. Donc, le 13 mai, au pavillon du Grand Quai, je pense que tous les billets sont déjà vendus. Mais en tout cas, on va regarder ça parce que les designers de demain, ils sont là. Merci beaucoup, Andrew McNally. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Que j'aime cette petite intro musicale pour ma belle Moi Isabelle. Isabelle, je dois t'avouer quelque chose. Oui. Je me confesse. J'aime les céréales, j'adore les céréales. Et un de mes personnages de télé préférés, c'est Jerry Seinfeld. Oui. Et dans sa cuisine, il y avait toujours, dans la série télé, il y avait toujours 22 boîtes de céréales. À un épisode sur 2, il passe la moitié de l'épisode toujours en train de manger des céréales. Donc, c'est des céréales que tu veux nous parler aujourd'hui. Mais la question, c'est évidemment, comment on fait pour en choisir des santé? Parce que j'ai toujours associé céréales égale une demi-tonne de sucre. Ouais, ben t'as raison, c'est extrêmement difficile de sélectionner un bon choix de céréales. Il y en a tellement sur le marché. Il y a tellement d'allégations sur le devant des emballages, comme quoi c'est contient des grains entiers, source de 8 vitamines et minéraux. On a l'impression que toutes les céréales sont santé, alors que c'est pas du tout le cas. Je suis curieuse, c'est quoi ta céréale préférée, mettons, souvenir d'enfance? En fait, moi, c'est en forme de cœur, là, c'est des petits ronds au miel, mais là, je serais incapable de dire le nom. Okay. Honey quelque chose, là.
Ben moi, c'était Honeycomb. Voilà, c'est ça, Non? exactement. Quelque chose comme ça. Ben nous aussi, c'était ça. Bon, comment on sélectionne une bonne céréale? Ben, les critères. On veut pas trop de sucre, tu l'as bien mentionné. Souvent, le sucre figure en tête de liste des ingrédients et on veut en bas de 8 grammes de sucre pour la portion de référence qui est d'une tasse. Je donne 2 exemples qui a trop de sucre, on s'entend. Les céréales, ici, on les voit pas. Oui, plus à ta droite. Alors ça, c'est drôle parce que le nom de la céréale, c'est Sugar Crisp. Ben, si quelqu'un achète ça et arrive à la maison en disant « Oh, pensez pas qu'il y avait du sucre là-dedans », c'est parce qu'il sait pas ce que veut dire le mot « sugar » en anglais. Ben voilà, fait que la liste d'ingrédients, sucre en premier, entre parenthèses, sucre, sirop de glucose, miel, blé en deuxième, colorant caramel, on sait à quel point les colorants sont controversés, et c'est la céréale que j'ai trouvée la plus sucrée sur le marché, dans mon repérage. Donc, évidemment, l'équivalent pour une tasse de 5 cuillerées à thé de sucre, ça fait beaucoup, sachant qu'on ne doit pas dépasser. 5 cuillerées à sucre pour une tasse, OK? Puis ça, une tasse, c'est raisonnable. Tu sais, le matin, tu prépares ça à tes enfants, tu rajoutes un peu de vrai lait ou de boisson aux amandes, peu importe. Mais ça veut dire que ton enfant commence sa journée avec 5 cuillerées à thé de sucre. Il arrive à l'école, il est complètement surexcité. Ben voilà, parce que l'OMS dit même 6 total dans une journée, ça sera encore mieux. On est un peu plus permissif, on va aller jusqu'à 12, mais si tu as 5 sur 12 de sucre ajouté, c'est beaucoup parce qu'on s'entend que le 5 cuillerées vient pas du fruit, là, il vient carrément du sucre ajouté. Un autre exemple ici qui commence... Parle-moi pas sur les Fruit Loops, Isabelle. Ben oui. Isabelle. Mais non, mais il y a un bel effort. Non, mais premièrement, c'est 14 grammes de sucre au lieu de 22. J'aime pas la liste d'ingrédients où on va avoir, par exemple, de l'huile de copra, l'huile végétale hydrogénée. Mais roku, curcuma, jus de melon d'eau, jus de bleuet. Donc, la tendance est de retirer les colorants artificiels. On l'a vu dans les Smarties, on en a parlé ensemble. C'est le cas aussi, c'est pas la même couleur, là. Si tu regardes la couleur à l'intérieur, c'est pas aussi vif. C'est pas l'eau, Exactement, c'est plus pâle, mais il faut qu'on s'habitue à ça parce qu'on est en train aux États-Unis puis ça va venir au Canada de vraiment retirer la tartrazine, le rouge allura, des colorants qui sont potentiellement associés à l'hyperactivité des enfants. Donc, il y a le sucre, c'est une chose, mais il y a surtout les colorants artificiels et il y a un gros mouvement pour retirer ces colorants-là qui sont controversés pour la santé. Mais il faut que, comme consommateur, on s'attend à ce que ça soit pas aussi vif, aussi alléchant, que nos attentes diminue par rapport à l'apparence aussi d'un aliment. Mais en même temps, je faisais des blagues sur les Fruit Loops parce que avant, les Fruit Loops ancienne manière, c'était quasiment phosphorescent, comprends-tu? C'était des couleurs pétantes. T'avais l'impression que c'était comme un feu d'artifice de couleurs. À un moment donné, on se calme, là. Il n'y a pas de couleurs comme ça dans la nature. Donc, alors, tu nous as donné des mauvais exemples. Est-ce qu'on a des bons exemples? Oui, mais autre point important, retirer les personnages, les sur les emballages, comme l'a fait le Mexique. Puis c'est sûr qu'il y a une chute des ventes parce que l'enfant veut pas, il va se retrouver avec des personnages ludiques comme ceux-là. Les bons choix maintenant. Moins de sucre. J'ai un exemple ici, on a 2 grammes de sucre, donc un demi-sachet de sucre versus 5 sachets de sucre. Pour Weetabix. Ouais. Weetabix. On a 5 grammes de protéines, 7 grammes de fibres pour une portion généreuse de 3 biscuits. On s'entend, c'est pas la céréale préférée des enfants. Mais pour un adulte, ça serait un excellent choix. Nouvelle céréale sur le marché, Jordan. C'est une céréale, ça vient d'Angleterre. On a 0 sucre. Donc, le seul sucre provient des fruits. Donc, on voit pas de sucre de canne, on voit pas de miel, on voit pas de glucose, fructose. Super belle liste d'ingrédients. Et on a un 8 grammes de protéines dans la portion, ce qui est très intéressant. Est-ce que je peux te raconter... Je vais te raconter une blague. Je vais essayer de la raconter très courte avec Richard. On fait notre épicerie en ligne avec Lufa. J'adore parce que c'est des produits bio tout ça. Puis je suis prête à payer un petit peu plus cher parce que je trouve que c'est meilleur pour la santé. Et là, à un moment donné, on n'a pas la marque de céréales qu'on aime d'habitude. Donc Richard, il me dit tiens, prends telle affaire, là, des granola et tout ça. Écoute, il a pris une bouchée. C'était comme du brandy. Tu sais, tu te lèves le matin, c'est la première chose que tu te mets dans la bouche. Tu veux que ce soit autre chose qu'une punition. Fait que ça reste dans le placard.
placard. Ça reste dans le placard. Là, j'ai dit, Richard, Voilà. je suis sûre qu'il exagère. J'ai pris une bouchée. Je trouvais ça dégueulasse. J'ai recraché. Oh! Plus jamais. Donc, Ben, faut qu'on ait du plaisir le matin, oui, Isabelle. Ben, t'as un bon point, parce qu'à être trop santé, trop de fibres, pas de sucre, pas de gras, pas de sel, ben, Pas de fun. ça devient un petit peu plate. Faut trouver des compromis. Alors, Et t'as 10 ici, secondes pour Spécial K. Oui, spécial cas. On a 4 grammes de sucre, donc un sachet de sucre, c'est très bien. Par contre, il y a 0 fibre. Donc, ma recommandation, prenez une céréale de base pas sucrée, c'est spécial cas, on s'entend, il manque de fibres. Vous rajoutez des fibres. On rajoute de la graine de chia ou de caméline ou du son d'avoine. Quelle Bref, bonne on idée. bonifie en fibres. Fait qu'on se revient, on arrive avec une céréale, veut Bonne pas idée. qu'on aime. J'apprécie. Merci, OK. Isabelle. Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Cube.